Hop. Alors ma première question, c'est un peu l'origine du projet Starpoint. D'où ça vient et ça remonte jusqu'où? Alors, les vraies origines, c'est dans mon enfance quand j'avais construit cet univers parallèle dans lequel je jouais avec ma sœur et qui nous a accompagné toute notre enfance, adolescence, et qu'on a un peu laissé tomber quand on est devenu ado parce que du coup ça faisait bizarre de jouer au monde parallèle à l'école, au lycée, etc. Et puis c'est revenu après avoir découvert des livres comme par exemple La Croisée des Mondes ou Narnia, où il y avait justement ces univers parallèles qui étaient créés dans les livres, et je me disais mais moi je veux faire la même chose, moi j'ai vécu ça, moi j'ai eu des mondes parallèles, c'est moi qui aurais dû écrire ça, donc voilà, j'ai fait plein de versions, et puis jusqu'à ce qu'il y ait une version qui me plaise enfin, et ça m'a jamais quitté en fait. J'ai écrit d'autres livres comme tous les auteurs écrivent des livres qu'ils laissent dans les tiroirs, mais celui-là il m'a jamais quitté. Il y a un univers qui t'habite véritablement. Ouais. Quoi. Et c'est hyper important parce que pour créer un monde parallèle, il faut vraiment recréer la géographie, l'espace, le temps, comment on est, comment on meurt, comment on se reproduit, comment on paye les choses. Il faut une économie, des sciences, etc. Et donc, il faut avoir déjà être nourri de tout ça pour enfin faire évoluer les personnages sans qu'ils pensent, en étant débarrassés de toute la construction. Et ça, c'est possible que si on l'a en soi et on l'a remâché, vécu, et on a rêvé dedans et on a vécu mille choses soi-même, et voilà. Qu'est-ce que tu remâches? Est-ce que c'est le côté construction d'univers où tu te balades ou des choses comme ça? Ou alors est-ce que c'est un processus sur la construction d'univers très pragmatique, il faut fixer les choses? Ou est-ce que tu vis des aventures dedans où les personnages parlent? Comment je Ouais, comment est-ce que toi tu le vis? Alors, il y a deux phases. Je réfléchis beaucoup à rendre à la cohérence du monde, mais ça c'est un travail donc c'est des strates qui se sont accumulées au fil des années. Et après, souvent ce que je fais, c'est que je pense à une scène, je sais que je veux qu'il se passe quelque chose, j'ai une image très forte, je veux qu'il visuellement il se passe un truc. Je ferme les yeux ou je regarde le plafond et je laisse ça file comme un film. Et je fais ah là c'est bien, ah non là ça va pas, j'arrête. Je redémarre, je reviens un peu en arrière, et s'il se passait ça, et je laisse dérouler, ou j'arrête, je vais regarder un bout de série, ah ça me donne une idée, je reviens dans la scène, je relaisse défiler, enfin je me laisse vachement surprendre. D'accord. Donc, entre les jardiniers et les structurants. Ah oui, je suis un peu entre les deux. Toi, t'es entre les deux. Et quelle relation tu as avec les personnages? Parce que souvent, ça fait des années, donc j'ai des auteurs qui me disent c'est quasiment des amis. Comment toi tu vois? Alors Pythagore, il a grandi avec moi, c'est-à-dire qu'au début, les premières versions, il avait 11 ans. 10 ans, 11 ans, même 8 ans je crois, et bon, il a grandi. Maintenant il est ado, il drague les filles, il a même eu sa première vraie aventure avec une fille avant le début du premier tome. Foresta, c'est un prénom que j'ai toujours aimé. J'avais rencontré une fille qui s'appelait Foresta quand j'étais petite, je trouvais ça génial de s'appeler Foresta, et je me disais que si j'avais une fille elle s'appellerait Foresta, enfin c'est un prénom qui m'habite, mais le personnage est venu plus tard que Pythagore, c'est le prénom qui est venu d'abord. Et Louise, c'est une espèce de fille complètement brute, qui donne des coups de pied dans les trucs, qui aime la plomberie, qui est brûle des décoffrages. C'est un peu ma petite sœur quand elle était petite, elle était comme ça, elle donnait des coups de pied dans les trucs, elle disait des gros mots qu'elle ne comprenait pas. Et donc j'ai l'impression de les connaître depuis toujours. Et c'est vrai que quand je suis dans le métro ou dans le bus et que je regarde la ville qui défile, je les imagine. En fait, c'est pas que c'est pas conscient, c'est pas que je me dis tiens, je vais les imaginer en train de faire ci, ça. C'est qu'ils passent sans arrêt, ils sont toujours autour, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas des amis vraiment imaginaires, mais c'est pas des fantômes non plus parce qu'ils sont vraiment. Fantômes, c'est comme si c'était déjà plus là, mais c'est des présences inconditionnelles, on va dire. Et comment tu as posé la première trame? Parce que de tout cet univers foisonnant, il faut raconter une histoire. Ouais. Comment est-ce que tu as fait? Y a toujours eu cette idée que Louise, qu'un des personnages, avant, même si c'était pas Louise au départ, serait enfoui quelque part et qu'il faudrait aller la chercher. Ce côté peut-être Orphée, Eurydice ou quelque chose, je sais pas, j'y avais même pas pensé en termes de mythe fondateur, mais c'est toujours aller chercher quelqu'un qui est tombé dans un trou, c'est pas un trou. Et puis des images fortes. En fait, à chaque fois, moi, c'est des images fortes. Et après, je trouve comment les lier entre elles. Et par exemple, la scène où Pythagore entre dans le petit cabinet et voit, je ne dis pas quoi, mais cette image, elle m'a portée depuis toujours. Et donc, il fallait que je trouve comment faire en sorte que ce soit possible de faire entrer Pythagore dans ce cabinet et qu'il voit ce qu'il voit.
Ouais, c'est passé l'automobile 1903. Et pour fixer, ton roman il est justement plein d'images fortes, et notamment sur la géographie. Comment à un moment tu l'as fixé, comment tu as imaginé ce monde-là? À un moment t'as fallu une Bible ou... Oui, oui. Pour imaginer le monde, il fallait effectivement, j'avais un livre, presque le livre de géographe dont je parle, je l'ai fabriqué pour moi, avec des dessins, des cartes. Et la carte, je l'ai refait 50 fois. C'est marrant parce que les territoires mouvants, il y a un endroit dans le monde qui s'appelle les territoires mouvants. C'était presque un peu ce que je faisais aussi, parce que j'arrêtais pas de faire bouger les continents. Non, celui-là, et là, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme matière première? Et là, comment on y arrive? Et puis il y a des méridiens spéciaux. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire dans cette géographie? Quel est le climat? Et comment ça influe les peuples? Donc tout ça, c'est pas dans le tome 1 du tout, parce qu'on fait juste qu'effleurer, mais il faut quand même que je l'ai en tête. Et donc ouais, j'ai un livre du géographe avec des calques par-dessus, des photos que j'ai chopées, après des dessins que j'ai fait par-dessus. Et justement, le fait que le livre soit sorti, les choses sont fixées maintenant un petit peu, quoi. Et comment... Alors ça, c'est horrible, parce que en fait, globalement, tout est ok, parce que j'avais quand même bien réfléchi. Mais il y a 2-3 points où je fais « Ah, ça, je peux plus le changer maintenant ». Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un en particulier, j'en parlais justement l'autre jour, et je me disais « Bon, je vais faire avec ». Et parfois, ça donne de meilleures idées. En fait, d'être tenu par quelque chose, finalement, au bout d'un moment, c'est agréable de se dire « Je peux pas tout changer tout le temps ». Et même naturellement, même si je change, c'est comme si je touillais. Et quand même, au bout d'un moment, ça se solidifie quand même. Et naturellement, je touille moins. Voilà, là, ça commence quand même à être bien stable. On sent bien, donc il y a un univers foisonnant, tu as une première histoire avec cette trilogie qui sort. Est-ce que ça veut dire que tu as d'autres histoires en tête? Ou est-ce que là, sur le processus d'écrivain, tu as aussi envie d'écrire d'autres choses? Alors, je suis quand même bien dans la saga. Et j'ai l'histoire de la trame de la première trilogie, bien sûr. Mais je commence, même si je suis très concentrée sur finir la trilogie, je commence à avoir des fils d'autres suites, mais de ce livre-là. J'arrive pas encore... J'ai tellement de choses à explorer dans ce livre-là que j'ai pas encore des envies d'aller voir ailleurs. Même si ça m'est déjà arrivé d'écrire d'autres livres que j'ai laissés dans des tiroirs, que je laisse mûrir, etc. Là, en ce moment, je suis vraiment accrochée à Louise, Pythagore et Foresta, et puis d'autres personnages qui arrivent. Et puis, comment explorer la géographie, comment le décupler, enfin, je suis vraiment dessus. Et le fait que là, les lecteurs commencent à faire des chroniques, à donner des avis, donc à s'emparer un peu de l'univers, comment tu le vis ça? C'est à la fois étonnant et super agréable en fait, d'avoir que les gens se le réapproprient. Par exemple, chaque critique ou chaque chronique a son avis sur qu'est-ce qui est le plus important dans le livre. Je fais, c'est ça le plus important pour vous? Ah d'accord. Ou son avis sur les personnages. Un tel, il est vraiment comme ça. Par exemple, Pythagore, et certains l'ont trouvé désinvolte et un peu désincarné. Puis après, tout à coup, il sortait de lui-même. Mais au début, il l'irritait un peu parce que justement par sa désinvolture. Alors que, il était irritant, d'accord. Enfin, j'aime bien qu'on ait des avis sur eux comme pour des vraies personnes. Ou que Foresta intrigue. Enfin, j'aime bien en fait. J'aime bien cette réappropriation. Ou que par exemple, pendant une signature, il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit moi j'étais sûre qu'un tel il sortirait avec un tel. Franchement, pour le tome 2, comment ça se passe? Parce que quand même, à un moment donné, tu as écrit ça. Est-ce que par hasard ça veut dire que ça? Puis en fait, elle parlait devant tout le monde et puis elle a dit bon, je vais pas spoiler. Donc elle s'approche, elle me parle dans l'oreille, elle fait est-ce qu'ils sont pas secrètement amoureux un tel et un tel? Et en fait, je trouve ça génial. Là, on va revenir, on a le tome 1. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans le tome 2? Qu'est-ce que tu peux nous annoncer? Alors, dans le tome 1, on est vraiment resté sur Éman, la capitale de la Galicie, Loire-et-en-Ray, c'est la ville de Pythagore. Là, il va y avoir un vrai dézoom de l'action. En fait, on a vu ce à quoi pouvaient ressembler les géographes, puisqu'il y a la bataille de l'Empoint, c'est comment on choisit les géographes, en fait, comment on devient géographe. Et après, on va vraiment faire ce métier. Enfin, on va voir comment ça s'incarne pour de vrai. C'est pas juste le petit concours pour devenir. Et donc, il y a tout ça, ça va se faire à une échelle beaucoup plus grande avec des enjeux plus élevés. Donc, on va dire que ça devient international. Voilà. Il y a plus de personnages. On va se faire un peu bousculer dans le tome 2. On va se faire bien bousculer dans le tome 2. Et là, toi, tu es en train de travailler sur quoi? Le tome 3 déjà? Non, quand même, je finis le tome 2. D'accord, ok. Non, je refais. En fait, moi, j'adore
faire, laisser reposer, reprendre, corriger. Je suis très laborieuse, je mets des couches, j'ai des strates et des couches et des strates et je reprends. Et je remélange un peu. Enfin, j'ai quand même l'idée du tome 3 et des gros enjeux du tome 3 qui sont là, parce que comme ça je mets des jalons pour la suite. Mais je suis complètement dans le tome 2. D'accord. Ça veut dire que sur la construction de l'histoire, tu as tout structuré, tu sais où tu termines ou tu te laisses un peu porter? Les gros piliers sont là, mais après j'aime bien me laisser surprendre, qu'un personnage apparaisse et disparaisse. Parfois il y a un personnage qui me porte tout le long d'un livre, il fait faire plein de choses, et après à la fin je me dis ah mais en fait j'ai pas besoin qu'il soit là. Il y avait un personnage qui s'appelait Jack, qui était super important, il était là dans toutes les versions, et à la fin j'étais désolée pour lui, je me disais ah non en fait, il alourdissait plein de scènes, en fait il m'a donné plein d'idées, mais j'en avais plus besoin, et donc j'étais triste, mais je l'ai éliminé. Et après peut-être qu'il viendra, il ressurgira au tome 2 ou 3, plus fort, mieux, mais j'aime bien me laisser surprendre. Ouais. Dernière question, tes prochaines dédicaces, quand est-ce qu'on te revoit? Alors, la prochaine dédicace, il y a Bordeaux, Nantes, Saint-Maur-en-Poche. Je crois que. Alors je ne sais pas exactement en tête, je suis en train de bafouiller là. Pas de problème. Est-ce que Ouais, tu me l'enverras. Je peux faire une pause et te les redonner à la caméra ou c'est. Oui, pas de problème. Hop, je couperai.